Professeur Claude Klein, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité pour essayer de nous permettre de mieux comprendre un peu ce qui est en train de se passer concernant les enquêtes liées au Premier ministre, les enquêtes judiciaires, ce que l'on appelle les dossiers 1000, 2000 et 4000. On a appris hier que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, avait décidé de réunir ses prédécesseurs, qui sont devenus entre-temps, on l'a vu, pour la plupart des juges de la Cour suprême, ou pour certains même des présidents de la Cour suprême, pour leur demander conseil, ou en tout cas peut-être pour leur demander de valider son intention d'aller un pas plus loin et de réclamer une audience au Premier ministre dans le cadre de ces affaires. Alors, la première question que l'on voudrait vous poser, est-ce que cette annonce, cette intention d'Avichai Mandelblit, qui a donc été cautionnée par l'ensemble des personnalités présentes à cette réunion, est-ce que cette annonce signifie que le conseiller juridique du gouvernement a l'intention d'inculper Binyamin Netanyahou ? Oui, très probablement. Il se rend compte que c'est une décision difficile à prendre en cette période. Il faut dire qu'il a été pris de court, il ne faut pas l'oublier, par les élections que l'on a fixées, sans doute pas par hasard, oui, au mois d'avril. Et il se trouve donc avec ce dossier, et il faut bien comprendre que ce dossier traîne depuis des années. Oui. On ne peut pas dire qu'il y a ici une espèce de justice expéditive. Et par conséquent, il me semble que la conclusion à laquelle il est arrivé, que dans la mesure donc où il parviendra à terminer son examen du dossier qui lui a été présenté par le parquet, eh bien, il n'a pas le choix et devra donc présenter l'acte d'accusation, simplement rédiger l'acte d'accusation. Simplement, comme vous le savez, celui-ci est soumis à la possibilité pour le Premier ministre et ses avocats de présenter leurs observations au cours d'une séance qu'on appelle en hébreu shimoa, c'est-à-dire une audience donc, mais qui probablement ne pourra pas avoir lieu, elle, avant les élections. Alors, cela veut dire que, et j'ai entendu ce matin le juge Eliakim Rubinstein dire qu'il fallait par exemple fixer un délai d'environ 40 jours avant les élections afin que l'on ne puisse pas taxer le conseiller juridique du gouvernement de vouloir s'immiscer dans la campagne électorale. Comment on peut déterminer un délai qui permet de dire que le conseiller ne s'immisce pas ou que au contraire il s'inclut dans la campagne électorale? Comment est-ce que la loi ne fixe pas de tels délais? Non, la loi ne fixe absolument rien. Il y a un certain bon sens. Oui. 40 jours, oui, ça fait un peu plus d'un mois, mais ça veut dire que d'ici un mois et demi, cet acte devra être prêt. C'est d'ailleurs probablement ce qui se passera. Si, il faut le préciser, parce que c'était aussi une sorte de conditionnement, s'il n'y a pas de complément d'enquête dans ces enquêtes-là. Oui, mais vous savez, après 3 ans d'enquête, ouais, si on vient nous dire maintenant qu'il faut encore un complément d'enquête, je crois que personne n'y croira vraiment. Alors, les avocats du Premier ministre ont immédiatement réagi à cette information en affirmant qu'il ne serait pas correct d'entamer une procédure, cette fameuse procédure d'audience, sans qu'elle aboutisse même avant les élections, parce qu'effectivement, ça donnerait le sentiment que Binyamin Netanyahou est accusé donc de certains chefs d'accusation. On a parlé de corruption, d'abus de confiance, de fraude, mais que lui n'a pas eu le temps de se défendre et que les avocats affirment que dans certains cas, cela arrive, et vous allez me dire peut-être si ça arrive fréquemment ou pas, eh bien, cette audience permet de modifier totalement la perception des choses et peut modifier, on va dire, la décision du conseiller juridique du gouvernement. Ils ont raison. Ça peut arriver, mais vraiment, c'est rarissime. Ah, c'est rarissime. C'est rarissime, ça arrive. Ce qui arrive parfois, c'est que on modifie un peu l'acte d'accusation. Parfois en mettant, en utilisant un paragraphe de la loi pénale moins grave pour l'accusé. Mais dire que cette audience, de toute façon, l'audience n'aura pas lieu avant les élections. Elle aura lieu après les élections, parce que à partir du moment où le procureur, le conseiller juridique présente donc son acte d'accusation, eh bien, on donne 1 ou 2 mois à la défense
pour lire ce dossier et se préparer. En effet, ce dossier comportera des centaines, peut-être même des milliers de pages que les avocats ont le droit de lire et d'étudier. Qui n'ont pas le droit de lire jusqu'à présent, hein. Ils ne pourront le faire qu'à partir du moment où le conseiller ils sont au courant quand même de ce qui se trame, évidemment. Oui. Alors, il y aura donc un début de démarche, mais on va rester un peu sur notre faim. Au niveau, le 9 avril prochain, il est probable donc que les Israéliens sauront que le conseil juridique du gouvernement a l'intention d'inculper le Premier ministre de différents chefs d'accusation, mais la décision n'aura pas encore été prise, c'est cela ? Oui, absolument, parce qu'il y aura encore cette audience, shimoa en hébreu, qui n'aura lieu en général que 2 mois après que l'acte d'accusation ait été rédigé. Alors là se pose la question de savoir que doit faire Binyamin Netanyahou. Hein. Alors il n'y a jamais eu de précédent, puisque même dans le cas d'Ehud Olmert, celui-ci avait démissionné avant même qu'un acte d'accusation ait été présenté. À votre avis, que doit faire le Premier ministre ? Est-ce que vous pensez qu'au moment où il y a déjà cette annonce qui a été faite, il doit démissionner ? Est-ce que, alors que la loi ne le prévoit pas ? Et la deuxième question, c'est pourquoi justement, à votre avis, la loi ne prévoit pas ? Et pourquoi la loi a envisagé le cas de figure où un Premier ministre pourrait rester en exercice jusqu'à ce qu'il soit condamné par la justice devant un tribunal ? Oui, non, mais c'est effectivement pour éviter je dirais, des décisions ou même que l'on soupçonne le conseiller juridique d'avoir des intentions politiques, de vouloir influer sur le poste de Premier ministre. C'est la raison pour laquelle il n'est pas dit que le Premier ministre doive démissionner, et il ne doit pas démissionner, même après que l'audience se soit conclue, même éventuellement, par une décision positive, de continuer. Mais ça, c'est le droit. Je voudrais dire très simplement, et sans insister trop lourdement, je ne vois pas beaucoup de pays au monde dans lesquels les choses se passeraient de cette manière. En France, par exemple, il y a eu des présidents qui ont été... Oui, en France, à partir du moment où il y a une jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence Balladur, à partir du moment où un acte d'accusation est déposé et l'homme n'est pas jugé, mais il doit quitter le gouvernement. C'est-à-dire même s'il n'est pas encore condamné. Absolument, absolument, parce que ça jette une tâche, donc il peut toujours revenir après. Il est vrai, comme dit le Premier ministre, que se passera-t-il si je suis déclaré innocent ? Oui. Il peut toujours revenir. On a vu des cas de ce genre, même en France, cela arrive de temps en temps. C'est peu probable, c'est imaginable. Comment peut-on imaginer qu'un Premier ministre comme Binyamin Netanyahou démissionne et puis puisse revenir après s'il est innocenté ? Ça semble tout à fait... Vous savez, nous sommes dans un pays où nous avons vu un ministre en prison pendant plusieurs années et revenir dans son ministère. Alors, beaucoup de choses sont possibles ici qui sont impossibles ailleurs. Même si, légalement, elles sont possibles, n'est-ce pas ? Quel regard vous portez sur ces développements juridiques ? Est-ce que, bien entendu, à l'époque, c'est-à-dire, on va dire, il y a 40 ans, on se souvient de Yitzhak Rabin qui avait démissionné à cause du fameux compte en banque de son épouse. Il n'était pas du tout obligé de le faire et pourtant il l'a fait. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on est tout de même dans une autre constellation et sans bien entendu tenir compte du fait que c'est un Premier ministre de gauche, un Premier ministre de droite, est-ce que on est dans une autre atmosphère ? C'est-à-dire que il y a aujourd'hui une atmosphère, on va dire, générale, qui n'est plus la même que celle qui régnait à l'époque en Israël, une atmosphère dans laquelle, par exemple, les contacts entre politiciens, hommes de droit, journalistes, hommes d'affaires, etc., sont devenus presque monnaie courante. Oui, et c'est surtout la presse, n'est-ce pas ? C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Autrefois, il faut bien le dire, pendant les 30-40 premières années de l'État, ce n'est pas qu'on cachait, mais la presse avait moins de pouvoir d'investigation. Aujourd'hui, tout apparaît au grand jour très très rapidement. Par ailleurs, sans parler de Monsieur X ou de Madame Y, je dirais que le niveau de la classe politique
a beaucoup baissé. Oui. Et donc il y a des cas fréquents. Nous avons eu un président de l'État, pour une affaire d'un autre type, en prison. Nous avons un Premier ministre en prison. Nous avons un ministre des Finances en prison. Ça fait beaucoup. Et vous pensez, par exemple, que cette fameuse loi française dont il était question à un moment, c'est-à-dire de permettre une immunité, on va dire, parlementaire, ou plus que cela, à un Premier ministre, afin qu'il puisse gérer les affaires de l'État, n'a pas de raison d'être dans l'État d'Israël d'aujourd'hui ? Non, surtout pas pour un Premier ministre. Je ne pense vraiment pas. Vu les circonstances, si cette loi a été adoptée, ça serait vraiment un acte qui vise à sauver M. Netanyahou et à compliquer les choses. Nous vivons, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je dirais, ce n'est pas une expression juridique, mais est extrêmement malsain. Chacun essaie de tirer la virgule, la moindre virgule de la loi, de l'expliquer de la manière la plus incongrue. Normalement, il y a des choses, comme disent les Anglais, it's not done. C'est-à-dire, vous savez, en Angleterre, lorsqu'un ministre, le moindre soupçon apparaît, vous apprenez 1 heure après qu'il a été mis fin à ses fonctions. Oui, c'est vrai, mais pourquoi alors la loi, comme je le disais tout à l'heure, la loi ne prévoit pas un cas de figure comme cela? Pourquoi au niveau moral, au niveau éthique, elle ne prévoit pas, elle reste la présomption d'innocence, elle demeure également pour le Premier ministre, n'est-ce pas? Oui, la présomption il est innocent, mais je vous dirais de façon, c'est un jeu de mots, on sait exactement de quoi il est présumé innocent. La plupart des gens ne sont pas présumés innocents parce qu'il n'y a aucune affaire contre eux. Et un Premier ministre, il n'est pas au-dessus des lois, mais sa renommée doit être parfaite. Et là, elle est atteinte, et on voit d'ailleurs qu'il se démène. M. Netanyahou est extrêmement habile, il sait bien parler, il s'exprime très bien, et il joue sur un certain nombre de choses en disant mais comment avant le 9 avril, alors que c'est lui qui a fixé cette date du 9 avril. C'est ça, il est probable qu'il l'ait fixé dans l'espoir que le conseiller juridique du gouvernement ne publie ses conclusions qu'après, mais est-ce que vous ne craignez pas, c'est-à-dire, et peut-être ça serait de bonne guerre de son point de vue, de dire qu'il entre dans la peau de la victime et qu'il dise je suis persécuté, votez pour moi, je suis persécuté. Il le fait déjà. Jouer au martyr, je dirais presque c'est un jeu que jouent beaucoup d'hommes politiques. Je ne sais pas si ça prendra, mais on a joué en Israël beaucoup. Monsieur Derry a également joué au martyr. Et jusqu'à aujourd'hui, des gens disent il était innocent, n'est-ce pas? Il est innocent, ou Zakai. Voilà, donc c'est un jeu que l'on connaît. C'est presque de bonne guerre. Oui, c'est presque de bonne guerre. Alors, professeur Klein, une dernière question. C'est difficile de parler avec vous aujourd'hui sans parler de ce qui se passe aussi au niveau politique et électoral, et en particulier, puisque nous sommes encore presque sous le choc de ce qui s'est passé hier. Quel regard vous portez sur la classe politique israélienne aujourd'hui, avec après, par exemple, une sorte d'exécution en direct faite hier par Avi Gabay de Tzipi Livni. Après ces éclatements, ça fait 10 jours qu'on est en campagne électorale, il y a déjà un éclatement massif. On parle beaucoup d'union, mais tout le monde se divise. Quel regard vous portez sur ce début de campagne électorale et sur l'échiquier politique israélien aujourd'hui? Écoutez, nous avons depuis au moins une trentaine ou une quarantaine d'années, notre vie politique a complètement éclaté. Alors on a essayé à un moment de se rattraper par l'élection du Premier ministre au suffrage universel. Les résultats ont été encore plus catastrophiques que ce que l'on attendait, et aujourd'hui nous vivons sur cela, et il y a également un truc très ancien qu'il faut dire, c'est la proportionnelle intégrale. Malheureusement, on ne pourra pas modifier la proportionnelle intégrale parce que les partis eux-mêmes doivent la voter à la majorité absolue. Donc ce qui se passe dans la situation politique dans laquelle nous trouvons, les discussions sur l'avenir d'Israël, les territoires, etc., on ne peut pas s'attendre à autre chose. Par ailleurs, je voudrais quand même aussi, je l'ai dit déjà une fois
dans cette interview, le niveau de la classe politique n'est pas très élevé. Et il n'est pas très élevé tout simplement parce que beaucoup de gens qui pourraient refusent d'entrer dans la vie politique du pays. Eh bien, professeur Klein, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions autour donc des développements sur les affaires judiciaires concernant Binyamin Netanyahou, également donc cette vision, cette approche que vous avez de ce qui se passe aujourd'hui dans la classe politique israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie. Au revoir. Et bonne journée. Shalom, shalom. Au revoir.